So you can push this part in. Non, on tourne pas là. On y va, Maurice. Il fait le clap alors. On peut y aller maintenant, vous pouvez? Oui. Mark! Ok, moteur. Moteur. Roll video. Moteur. Attends, annonce. 6 sur 2 première. Vas-y, clap. Et action. Action. And action. Attends, faut laisser tourner. Allez, c'est bon. Bon, vous y êtes tous. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Ça tourne, notre podcast destiné aux détails de l'industrie du cinéma, où on décortique un petit peu le ciné sous toutes ses coutures. On vous en avait parlé lors de notre premier épisode en mode veille, donc si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite à aller sur Spotify pour découvrir toutes les techniques d'animation dans le cinéma et dans le jeu vidéo. Et aujourd'hui, donc je suis avec Corentin. Coucou Corentin. Salut. Et puis avec Léo Grélé et Lou Grélé. Salut, merci d'être avec nous. Écoutez, De rien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, chacun votre tour? Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y, Loulou. Alors, moi je suis Lou. Je travaille au cinéma dans un pâté, un grand cinéma tout public. Et puis à côté de ça, je fais des études de théâtre, donc qui finalement ont un lien, mais pas tellement. Et puis voilà, j'aime beaucoup le cinéma et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Trop chouette. Et du coup, moi, alors je m'appelle Léo, du coup. Je suis comédien et assistant réalisatrice. J'habite à Paris. Du coup, je fais surtout des productions là-bas. Et je suis notamment co-créateur d'un podcast qui s'appelle 507 heures, dont je porte le pull actuellement. Magnifique. Et qui est sur les métiers de l'ombre du cinéma et de l'audiovisuel en règle générale. Donc en gros, tout ce qui n'est pas réalisateur, réalisatrice, comédien, comédienne. Tout le reste, tous les gens qui sont sur le générique de film, c'est eux qu'on interviewe, quoi. Et ce podcast, on peut le retrouver donc sur toutes les plateformes? Partout, ouais, Spotify, Deezer. Okay. Juste pas YouTube, on l'a pas uploadé encore sur YouTube, mais sinon, ouais, Spotify, Deezer, on doit avoir une soixantaine maintenant, on sait, ouais, grâce à quelqu'un à la régie tout à l'heure, on a une soixantaine d'épisodes qui sont sortis. Et formidable, on vous invite à la fin de cette table ronde à aller écouter le podcast de Léo. Et puis, nous, aujourd'hui, on s'attelle au gros sujet qui est le biopic au cinéma, puisque, à l'occasion en fait, de la sortie de Monsieur Aznavour, qui a été réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, si je ne me trompe pas, Léo. Fabien Marceau, de son prénom et de son nom de famille. Pardon? Je dis Fabien Marceau, de son prénom et de son nom de famille. Fabien Marceau, voilà, effectivement, c'est mieux avec le nom-prénom. On en apprend tous les jours. On s'est dit que c'était une bonne idée de parler de podcast, parce qu'il y a un peu tout le monde qui sait ce qui revient derrière un podcast, mais fondamentalement, au-delà du grosso modo, en fait, le podcast, il vient poser des questions d'enjeux industriels, économiques, aussi culturels et sur... J'ai dit oui, le biopic. Le biopic, oui. On est en mode podcast, c'est pour ça ce mot me suit. Donc le biopic vient poser un peu toutes ces questions aussi au niveau des choix de la réalisation et des choix de biographie en fait qui sont mis à l'image. Donc c'est ce qu'on vous propose d'aborder tous ensemble aujourd'hui, si ça vous va. Hein. Normalement vous n'êtes pas surpris. C'est ta compas. Oh, merde. Donc justement d'ailleurs le biopic, là tout de suite, si vous avez un petit mot qui vous vient en tête. Je sais pas, Lou, ça te fait penser à quoi quand on dit le mot biopic? Ça me fait penser à quelque chose de vrai, quoi, de réel, d'assez honnête. Ouais, de retranscription, telle quelle. Ouais, moi pareil, de réalité. Réalité? Quelque chose qui se rapproche de la réalité, ouais. Moi, je dirais représentation un petit peu. Donc un peu dans la réalité, mais avec des petites formes un peu fictionnelles des fois pour embellir un peu l'histoire. Voilà. Ok, moi ça me fait penser un peu à introspection dans l'idée de, pas une fausse introspection, mais d'invitation à la découverte d'un personnage parce qu'en général on va voir, je sais pas vous, pourquoi vous allez voir des biopics, mais moi je sais que quand j'y vais, c'est pour me dire que je vais découvrir des choses que je connais pas sur la personne qui est représentée à l'image. Ouais. Et c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle moi j'y vais. Je sais que par exemple j'étais allée voir le biopic soit de Freddie Mercury, Queen plus largement et d'Elton John quand ils sont sortis, puisqu'ils sont sortis en plus dans un temps assez moins d'un an je crois. Il y a eu ça,
la même année. Et comme j'aime beaucoup Elton John, j'ai été allée le voir pour comprendre un peu autre chose que juste sa musique, enfin voir aussi le contexte, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant cette approche-là dans le biopic de déconstruire la star. Oui. Enfin, après, je sais pas vous pour quelles raisons vous allez un peu voir des... Enfin, si vous allez en voir d'ailleurs, peut-être pas. Ouais, je sais pas. Si, ouais, on est très friands de ce genre de film de toute façon. Et puis, il y a un peu, je trouve, ce truc qui est... c'est plus accessible quand même qu'un documentaire, à mon sens. Parce que parfois, un documentaire, quand on va regarder un documentaire, on a un peu le sentiment qu'il faut avoir à l'avance des connaissances. Ouais. C'est pas que c'est élitiste un documentaire, mais c'est quand même pas hyper facile à regarder. Alors que c'est vrai qu'un biopic, on nous prémâche un peu le travail. Et même si on ne connaît pas l'artiste ou la personne qui est représentée, je trouve qu'on part vraiment de zéro et du coup on accompagne un peu le perso dans l'histoire, on prend un peu par la main peut-être. Ouais, c'est ça. Et du coup c'est vrai que c'est plus facile à regarder et ouais, on apprend des choses, comme tu dis, sur des gens qu'on a l'impression de déjà bien connaître alors qu'en fait pas du tout, quoi. Est-ce que la plupart des biopics que vous êtes allés voir, c'était des biopics où vous connaissez déjà la personne de base, ou est-ce que c'était justement pour découvrir quelqu'un à chaque fois? J'ai l'impression que c'est un peu dans l'idée d'en apprendre plus sur quelqu'un qu'on connaît déjà bien, j'ai l'impression. Ouais. Bah moi je sais pas, je trouve que ça dépend, mais déjà sur la définition de biopic, moi je suis pas ultra sûr de ce que c'est, tu vois, parce qu'ici un biopic, est-ce qu'on parle forcément d'une personne ou pas? Tu vois, comme on pense à tous les films là que tu disais, avec les artistes musicaux, où il y en a énormément, il y en a beaucoup qui sont en train de se tourner et tout ça, mais est-ce que c'est toujours, on parle d'une personnalité, ou est-ce qu'on peut parler d'un groupe de gens? Par exemple, le film NWA, le film sur le groupe de rap américain, de hip-hop, je sais pas. Est-ce que c'est considéré comme un biopic ou pas, vu qu'on parle d'un groupe? Est-ce que Spotlight, par exemple, le film qui a mis en lumière les activités la responsabilité de l'Église dans les activités pédophiles qui se passaient, tout ça aux États-Unis et tout. Et du coup, la découverte du caractère systémique de la pédophilie au sein même de l'Église, est-ce que du coup c'est considéré comme un biopic ou pas? Et c'est ça où du coup j'ai du mal à dire, parce que du coup, si on considère ces films-là comme des biopics, dans ce cas-là, moi je vais surtout voir des trucs que je connais pas. Pour vraiment découvrir, ouais. Du coup, ok. Et justement, c'est hyper intéressant cette notion de où est-ce qu'on cadre en fait la définition du biopic. Parce que nous, d'après nos recherches qu'on a un peu menées, il y a cette logique de vraiment se faire un focus sur des personnalités connues et qui vont être un peu dans une logique, on va dire, de culte des idoles qui ressort beaucoup, où ça va être des personnalités ciblées en tant que telles sur leurs histoires personnelles, qui vont aussi dans une logique de construction de la mémoire collective, par exemple Queen, Elton John, qui sont vraiment emblématiques de certaines époques, ou Monsieur Aznavour qui est dans qui suit un peu la même logique, et où on va plus avoir, pour les films comme Spotlight dont tu parlais, des fictions adaptées d'histoires vraies, quoi, et qui sont moins catégorisées comme biopic en tant que telles, parce qu'on vient moins narrer, on va dire, la biographie. Il y a un petit peu moins le degré d'adaptation, où vraiment on va avoir une fiction basée sur une histoire vraie, là où le biopic en tant que tel met en avant la notion de idole et de personnalité connue. Qui est... Ah ouais, mais dans le biopic, il faut forcément que ce soit une personnalité qui est connue. C'est ce qui ressort. Après, c'est vrai que c'est un genre qui... C'est assez large. En fait. Ouais, peut-être que c'est pas un ça genre élargit en les particulier, frontières. Mais une catégorie de sous-genres qui peut être plutôt le biopic. Tout à l'heure, on parlait de Into the Wild, et c'est vraiment, ça suit la vie de quelqu'un, donc en soi, ça pourrait être un biopic, mais c'est quelqu'un qui, avant le film, n'était pas forcément connu. Ouais. Même chose pour 127 heures. Exactement. C'est ça, exactement. Exact. Pour moi, c'est les deux biopics en soi que j'avais en tête aussi, et du coup, on les considère pas comme des biopics? En fait, il y a différents discours. Dans mon impression, moi je trouve qu'il y a vraiment des sous-genres de biopic. Tu disais par rapport à Spotlight, c'est plus sur un groupe de personnes, etc. Il y en a qui sont plus consacrés à une personne en particulier. On parlait aussi des biopics où c'est des personnes vraiment pas connues. C'était pour Culture à Point, je crois. Tu disais qui étaient incarnées par des personnes très connues. Donc peut-être qu'il y a plusieurs catégories en fait, de biopics. Sur des groupes, sur des personnes en particulier, sur des personnes moins connues. En tous les cas, c'est pareil, il y a le cas de Black Klansman, j'ai intégré le Ku Klux Klan,
où c'est une histoire vraie, pareil, et on ne connaît pas forcément l'identité de ce personnage si on n'a pas vécu à cette époque-là, ou que c'est pas une thématique qui nous parle en premier abord. Mais je pense que, en tous les cas, initialement, la définition, elle s'est un peu basée sur le côté retracer la biographie de quelqu'un qui a marqué l'histoire à un moment. Mais peut-être que ça s'émancipe un petit peu pour aller justement vers la mise en lumière de gens pas forcément connus, dont on retranscrit la biographie. Il y a un petit peu de réciprocité peut-être dans le genre finalement. Oui, c'est vrai. Et même par rapport à cette mise en lumière de personnes pas connues, j'en parlais avec Lou il y a quelques temps, c'était avec une espèce de catégorie que j'aime bien appeler un peu les non-biopics, où justement c'est la volonté absolument de choisir quelqu'un de pas connu alors qu'on aurait pu choisir des gens bien plus connus à côté. Et j'avais pris l'exemple de Inside Llewyn Davis, des frères Cohen. Quand même, mais en fait, il était pas très connu à l'époque. À l'époque, non, déjà. Et même, c'est quelqu'un il se base sur un artiste, j'ai oublié le nom, de cet artiste américain de folk. Sans doute Llewyn Davis, non ? Et non. Ah ouais, c'est pas... Ouais, ils se sont inspirés en fait de... Et les frères Cohen, en fait, dans cette période, ils auraient pu choisir 15 fois justement Bob Dylan et tout, qui était exactement au même endroit, au même moment, qu'on croise d'ailleurs dans le film. Et en fait, ils ont choisi le gars qui est en retrait de la scène américaine à ce moment-là, et qui est mort un petit peu quand même en étant inconnu, et qui a été connu après post-mortem, etc. Donc j'aime bien aussi cette façon de choisir volontairement quelqu'un de pas connu et d'en faire quelque chose de super bien. On parlait du biopic sur Bob Dylan qui a pas non plus trop fait d'écho. Je trouve que pour le coup, Inside Llewyn Davis, il met vachement plus en valeur un artiste pas connu que prendre une grande personne très connue et au final faire un film qui a pas trop de sens ou qui marque moins peut-être. Il y a peut-être aussi la réappropriation du terme de biopic par les industries Hollywood, etc., qui font des tests avec des grosses personnalités, ou Dalida, ou je sais pas... même Simone qui est sortie en France il y a 2 ans et demi ou quelque chose comme ça, 2-3 ans, et que comme ils voient que ça marche, de venir aussi se permettre de raconter des histoires sur des gens qu'on ne connaît pas, parce que ça prend, après toi Lou, je sais pas trop au cinéma, là il y a avec Monsieur Aznavour, il y a du monde qui vient pas mal, j'imagine. Oui, franchement ça marche bien, en plus donc là c'est dans un cinéma pâté, donc c'est vraiment tout public, et on aurait tendance à croire que dans un cinéma comme ça, c'est plutôt les Super Mario Bros et Venom qui marchent bien. Et finalement, les biopics, ça marche. Et puis surtout pour Monsieur Aznavour, pareil, on pourrait croire que c'est nos parents, nos grands-parents qui vont voir ça. Il y a quand même un public qui est assez jeune, des enfants, des ados qui s'intéressent. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu plus accessible d'aller voir un biopic sur Aznavour au cinéma, en plus dont tout le monde parle en ce moment, que de regarder un documentaire sur Aznavour, parce qu'au final, c'est pas forcément ce qu'on... ou qu'on va pas toujours trouver aussi là où au cinéma on nous propose sur grand écran. On nous propose des émotions, alors que dans des documentaires, pas forcément déjà. Et puis, donc c'est vrai que oui, ça marche pas mal, quand même. On se rapproche presque... limite du blockbuster à des moments au niveau des entrées, etc. C'est assez fulgurant la progression du biopic. Ça fait quand même presque un siècle qu'on parle de biopic. Depuis les années 20-30. C'est ça. Déjà, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un regain vraiment au niveau des biopics depuis justement Rocketman, Bohemian Rhapsody, les deux gros. Et là, on peut vraiment, je pense, parler de blockbuster, où les deux gros sont sortis en moins d'1 an. Et j'ai l'impression qu'il y a un regain un peu de biopic depuis ce temps-là. Ou alors avant, j'étais pas trop à l'écoute. Non, moi j'ai l'impression que c'est assez. Ça monte en flèche. Et c'est pour ça que je disais des fois les choix des grosses boîtes de production qui peuvent se dire Bohemian Rhapsody, Rocketman, ça a cartonné. On peut parler de, je sais pas, du frère d'Elton John. On pourrait après, pas limite en faire des sagas, mais tomber dans un genre où tu as les Marvel avec tous les super-héros et puis on va faire toutes les industries, toutes les pop stars. Des années 80, 70-80. Et justement, ça pose un peu aussi cette question de qui on choisit, et où des fois ça va être, on choisit telle ou telle personne, et tu as un petit peu un point de vue critique, mais où il suffit d'y apposer une superstar en premier rôle,
pour aussi justement chercher à faire venir des publics jeunes. Là, Bohemian Rhapsody, c'était Rami Malek, qui est un jeune acteur, qui a déjà une grosse carrière, mais je veux dire qui avait la cote à ce moment-là aussi auprès des jeunes, qui vient aussi dire aux jeunes, vous me connaissez, venez me voir dans le rôle de Queen, alors que c'est pas du tout leur génération. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était un petit point. Je sais pas sur le tournage comment, vu que c'est Tahar Rahim qui interprète Monsieur Aznavour, donc, qui est quand même figure du cinéma français presque par excellence avec la carrière qu'il a. Est-ce que, vous, dans le ressenti de la promotion, je sais pas si tu as pu un petit peu y participer? Non, la promo pas du tout. Non, j'étais trop bas dans la hiérarchie du tournage pour pouvoir participer à la promo. La promo, c'est essentiellement les acteurs et les actrices principales qui sont là, quoi, et qui font la promo, et les réals. C'est essentiel. Même en l'occurrence, le chef opérateur ne fait pas la promo alors que c'est lui qui fait l'image, tu vois. Non, la promo, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement comédien, comédienne et réal. Ouais, donc c'est extrêmement basé sur l'image, en l'occurrence de la popularité de Tahar Rahim, ou alors du réalisateur aussi. Justement. Moi, de ce que j'ai l'impression là-dessus, Tahar, j'ai pas l'impression qu'il a une énorme notoriété publique en France, en tout cas. J'ai l'impression que ceux du milieu le connaissent très bien, que ceux qui veulent devenir comédien, comédienne le connaissent très bien, parce qu'il a un savoir-faire qui est fou furieux, il est trop fort, c'est sans doute un des meilleurs acteurs qu'on ait en France. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi connu que, je sais pas moi, Franck Dubosc, par exemple, dans l'imaginaire collectif. Dans la popularité de ce que les gens connaissent. Quand tu dis Tahar Rahim, je suis pas sûr que les gens arrivent à mettre un visage. Je suis pas sûr que les gens aient vu Un Prophète, par exemple, ou je suis pas sûr que les gens soient capables de citer 2 ou 3 films qu'il a fait, par exemple. Et en fait, la tête d'affiche d'Aznavour, la première, c'est Aznavour, parce que du coup, c'est dans le nom du film, tu vois. Là où Bohemian Rhapsody, t'as pas besoin de mettre Queen. Tu peux mettre un titre de musique parce que la popularité du groupe est telle que Bohemian Rhapsody, ça suffit. Que Bohemian Rhapsody, ça suffit, ou Rocketman pour voilà. Alors que là, du coup, on met Monsieur Aznavour parce que du coup, c'est presque lui le guest principal. Et même sur le tournage, moi, de mon ressenti, les figurants ou figurantes qui étaient sur le tournage avec nous, parce qu'on en avait plein, on avait énormément de figurations, allaient régulièrement demander des photos avec du coup Fabien, avec Grand Corps Malade, qu'avec Tahar, parce que Grand Corps Malade a une notoriété populaire, je pense, plus grande. Bien plus large que... Là où Tahar a vraiment une notoriété de personnes qui s'y connaissent, de personnes qui aiment le cinéma, qui aiment justement la capacité de performance aussi de Tahar. Oui, qui va s'arrêter au niveau artistique, et dans le... un peu qui va toucher les gens du milieu et qui sont un peu des aficionados du cinéma. Là où Grand Corps Malade, à n'importe qui on pose la question en France, je pense qu'on situe. Bien sûr, mais je pense qu'en tout cas, les gens qui vont voir Aznavour vont avant tout le voir parce que c'est Aznavour plutôt que parce que c'est Tahar. Sauf les gens de l'industrie du cinéma qui du coup adorent bien Tahar, l'acteur, et qui du coup vont le voir pour lui, tu vois. Ce qui permet de vraiment rallier un public à la fois pour les acteurs, le casting entre guillemets, et aussi pour le choix de la biographie qui est mise en avant, quoi. Parce que tu as à la fois ceux qui connaissent Tahar Rahim et qui ne sont pas fans mais qui vont adorer, et ceux qui adorent Aznavour, et ça permet aussi, je pense, de rallier, de faire venir du monde en salle, quoi. Et ce qui est cool, parce que l'idée c'est que les salles elles continuent de tourner. Donc ça c'est chouette. Vois, typiquement, moi je pense du coup à nos parents, du coup. Ils ne connaissaient pas Tahar Rahim, tu vois. Si on parle de gens qui du coup habitent à Villars, donc dans un qui est comme une station de ski, c'est quand même pas une énorme ville, tu vois. Et Tahar, ils n'en avaient jamais entendu parler. Mais Grand Corps Malade, oui. Mais Grand Corps Malade, oui, bien sûr, depuis longtemps. Ils écoutent la musique et tout. Tu vois, donc il y a aussi ça, quoi. C'est sûr que ça donne envie d'aller voir. C'est ça, Patient. Est-ce que c'est un biopic? Alors là, je vous le laisse. C'est une autobiographie. Autobiographie mais fictionnée. De lui-même, de Grand Corps Malade. En fait, c'est son premier film, et La vie scolaire, c'est ça. En fait, Patient, ça parle de Grand Corps Malade, mais sans être vraiment une autobiographie, de ce que je crois avoir compris. Et La vie scolaire, qui est du coup leur deuxième film, ça parle de Mehdi.
mais sans être totalement lui non plus. Du coup, est-ce que c'est des, biopics ou pas, tu vois? Une petite limite entre les deux, qui est difficile à définir. Et Léo, je voulais te demander, donc tu consommes beaucoup de biopics. En tout cas, de ce que moi je considère comme biopic. Voilà, qui, du coup, de ta propre définition du biopic. C'est pas forcément de ce qu'on dit là, sinon les personnalités publiques ça m'intéresse moins. Mais... Et du coup, tu as bossé sur Aznavour. Est-ce que déjà tu avais bossé sur des biopics auparavant? Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur la façon dont ça peut se tourner un biopic, comparé à des fictions que tu as pu faire? Alors, j'avais déjà bossé en tant que figurant, donc c'est vraiment tout petit, tant le plus en bas de l'échelle tu fais pas, sur un biopic qui s'appelait Madame de Sévigné. C'était 1 an et demi avant Aznavour, je crois. Et après, là récemment, j'ai fait un autre biopic qui s'appelle Chopin, qui là est un biopic polonais. Ok. Moi, de l'expérience que je vois des biopics, et là et j'ai bossé sur De Gaulle aussi, parce que Lou l'a appris tout à l'heure, mais je savais pas. En renfort mise en scène. Du coup, de tous ces biopics que j'ai faits, déjà le premier truc, c'est que j'ai l'impression que pour un biopic, tu es obligé de repartir un peu dans le temps d'une manière ou d'une autre, donc ça correspond généralement à un film d'époque, d'une manière ou d'une autre. Même si tu fais tu vois, c'est, je pense, assez rare de faire un biopic sur quelqu'un et que ce quelqu'un, tu en fasses sa vie que depuis les 5 dernières années, tu vois. Ouais, c'est souvent. Donc quoi qu'il arrive, tu remontes généralement assez, et même si tu es dans les années 90, maintenant faire un film dans les années 90, c'est un film d'époque. Ouais, c'est vrai. C'est juste que c'est l'époque des années 90, mais en soi, c'est un film d'époque, il faut retrouver les tenues et tout ça. Donc en fait, j'ai l'impression que ça va forcément avec une énorme machine, quoi. Il faut forcément que ce soit des budgets qui soient un peu colossal, parce qu'il faut pouvoir reproduire une époque, il faut pouvoir reproduire, en tout cas des 4 que j'ai fait, c'était ça. Il faut reproduire des décors d'époque, il faut reproduire des costumes d'époque, des manières de parler d'époque, des fois aussi. Du coup, j'imagine qu'il y a des historiens, etc., qui accompagnent la prod. Qui bossent dessus. Alors ça, c'est une bonne question. Pour Aznavour, vu que c'est celui où j'ai été le plus longtemps dessus, pour Aznavour, il travaillait en accord avec les ayants droit d'Aznavour, déjà, vu que c'est eux qui financent le film, en grande partie, et notamment la fille d'Aznavour. Voilà. Okay. Et en fait, Aznavour connaissait bien Fabien, donc Grand Corps Malade, il se connaissait bien, et il s'était dit, de son vivant, il lui avait dit, si jamais il y a un biopic sur moi, je veux que ça soit toi qui le réalise. D'accord. En gros, c'était ça le truc, de ce que j'ai compris, hein. Je vous redonne des infos que j'avais eues. Du coup, je sais qu'il a eu le droit, enfin il a pu avoir accès à des tonnes et des tonnes d'archives, et je sais qu'il y avait un poste, qu'on n'a pas encore interrogé dans 507 heures, mais qu'on peut interroger, je crois que c'était un second assistant réalisateur qui était chargé de la documentation et qui a pu retrouver, notamment pour le travail de l'acteur principal, donc de Tahar, des lives d'Aznavour, notamment, ils en font la promo en ce moment, donc je peux en parler, du premier live de l'Alhambra de Aznavour, qui est celui qui a lancé Aznavour. Avant ça, Aznavour, c'était vraiment pas grand monde. Et à partir de ce live-là et de la chanson qu'il a interprétée, et je me souviens plus laquelle c'est, alors qu'on l'a tournée, je me voyais déjà. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Et du coup, à partir de là, c'est devenu Aznavour. D'accord. Et c'est devenu une vedette et tout ça, parce qu'il a cartonné avec cette chanson-là, à ce moment-là, à l'Alhambra. Tu vois, d'avoir ces images-là, et ça a permis à Tahar de reconstituer la gestuelle, de reconstituer le travail qu'il y avait dessus. Donc il y a quand même un vrai travail de réflexion sur coller au réel aussi. Ça avait fait polémique, je crois, avec Napoléon, quand il est sorti, de Ridley Scott, parce qu'il y avait des anachronismes énormes sur la façon dont la vie était retranscrite à cette époque-là, etc. Et où il y avait des historiens qui avaient crié un peu, et ça avait un peu défrayé la chronique, parce qu'ils disaient, mais en fait, on n'est pas en train de... On n'est pas au bon moment, au bon endroit, quoi. Et donc, du coup, je pense que dans la notion de biopic, on peut y ajouter le fait de, à la fois être dans une fiction, parce qu'on romance une biographie, mais il y a un peu cette, quand même pas une contrainte, mais qui vient, qui ancre le biopic en tant que biopic et pas en tant que fiction, mais de coller quand même à la réalité et de réussir à doser le mélange fiction-réalité, parce que si on tombe dans un truc extrêmement romancé, alors peut-être que là on se détache du biopic et qu'on vient
adapté, mais en étant inspiré de telle vie, mais en déformant un peu le... Mais ce qui est toute la question à des moments où, dans Bohemian Rhapsody par exemple, où je sais pas s'il y a un autre exemple qui vous vient en tête, mais où on a des choix de réalisation où on montre quand même, dans Bohemian Rhapsody, le rapport à la drogue de Freddie Mercury qui est énorme, et ça prend une part du film qui était... il était effectivement addict, mais où on montre beaucoup la partie succès, etc. Là où, à l'inverse, par exemple, dans Love and Mercy, sur l'histoire de Brian Wilson, qui est le chanteur des Beach Boys, toujours dans les biopics musicaux, où c'est beaucoup plus axé, non pas sur le succès qu'ont eu le boys band, mais sur ces problèmes de schizophrénie, de dédoublement de la personnalité, etc. Et je pense que là-dessus, il y a une vraie question du dosage quand les choix de réalisation sont faits, et qui, je pense, faut garder à l'esprit, que ça peut vite être une soupe pour montrer le brillant aussi aux téléspectateurs, en disant venez voir la star et t'arrêter là. Et que je ne sais pas si vous avez d'autres idées peut-être de films qui font un petit peu l'anti-biopic, pas l'anti-biopic, mais tout à l'heure tu parlais de justement montrer des gens pas connus. Ouais, c'est ça. Et des fois de montrer l'envers du décor. L'envers du décor. J'ai trouvé que pour Aznavour, il y avait un petit peu de ça par rapport à sa relation avec sa famille. À la fin, tu te dis, ah ouais, il a quand même renoncé à énormément de choses que beaucoup de gens peut-être auraient fait autrement par rapport à ses enfants. Il a été très peu présent de ce qu'on comprend dans le film. Et du coup, pour le coup, je trouve que ça montre un peu aussi la facette un petit peu négative qu'il a pu avoir. En tout cas, c'est comme ça qu'on montre un peu dans le film, j'ai trouvé. Et il y a un autre biopic comme ça, L'Odyssée, sur Cousteau, où justement, moi j'avais la figure en tête de Cousteau, le gars qui va faire des documentaires partout et tout sur la planète. Et je l'avais vu en me disant, trop bien, on va voir de belles images, on va voir quel genre de gars c'était. Et en fait, ça montre que c'est absolument... c'était un monstre. Il a vraiment détruit énormément de... il a vraiment pollué comme il pouvait, bien comme il pouvait, pour avoir des plans qui, au final, n'étaient pas si... il faisait un peu du greenwashing, entre guillemets, caché. Et du coup, c'était un petit peu un anti-biopic aussi. C'est dans un la petit peu même l'exemple veine, extrême que j'ai. Il y a Niki qui est sorti sur Niki de Saint-Phal. Tu l'as vu. Et exactement, qui joue d'ailleurs très très bien et qui vient vraiment montrer tout sauf les œuvres de Niki de Saint-Phal. Et c'est pareil sur toute sa progression artistique, comment elle arrive à... si jamais vous ne l'avez pas vu, allez le voir, puisque je vous le conseille, j'ai trouvé qu'il était assez juste. Et c'est assez intéressant parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne se rend pas tous au cinéma voir des biopics pour les mêmes raisons, mais il y a un petit peu ce côté... inédit du biopic où on se dit que ce qu'on va voir au cinéma là, on l'a vu nulle part ailleurs, on le voit pas forcément dans un documentaire et en tous les cas, on le comprend pas de la même façon et où c'est assez intéressant de sortir des sentiers battus de la biographie que tout le monde connaît. Ouais, c'est ça. Et pareil avec Le Discours d'un roi, c'est sur l'histoire du bégaiement du Prince Albert. Et qui devient roi et qui doit travailler son bégaiement parce qu'il ne peut pas s'exprimer publiquement sans bégayer. Alors que c'était une vraie question au Royaume-Uni à ce moment-là, mais qui a été cachée en fait à tout le monde en fait pendant très longtemps. Et où justement il y a eu ce film qui a été fait et qui a résonné de façon magistrale, qui est très sensible. Et qui vient vraiment mettre l'accent là-dessus. Et je trouve que c'est typiquement un type de choix de réalisation de biopic qui est assez intéressant et qui sort un peu des petites recos comme ça, droite à gauche. Ouais, c'est bien, mais justement... Si vous avez justement, est-ce que vous avez des petits biopics que vous pouvez nous partager, des biopics qui vous ont vraiment marqué? Des biopics bonbons. Des biopics bonbons, des biopics chevets. Des biopics chevets. Moi, c'est vrai que là, Le Discours d'un roi dont tu parles, c'est vraiment un biopic que je conseille parce que il est touchant et puis on en apprend sur la personne, mais on en apprend aussi sur le contexte, sur la politique. À ce moment-là, c'est les années 30 au Royaume-Uni.
c'est pas forcément, enfin moi je suis pas le type de personne à taper sur Arte politique années 30 Royaume-Uni, je m'en fiche un peu. Mais là, ben, vu que c'est l'histoire de ce gars qui est bègue, en fait c'est ça qui m'intéresse. Oui. C'est mais comment ils ont fait pour cacher ça, comment il a fait pour faire ses discours de roi alors que le gars est pas capable de parler en public, quoi. Et du coup, parce que son histoire à lui m'intéresse, et ben, je suis un peu forcée, en gros, de m'intéresser à tout ce qui va autour. Donc, oui, t'en apprends aussi au-delà de la personnalité, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis après, il y a un autre biopic que j'ai bien aimé aussi, je crois qu'il est en ce moment sur Netflix. Le titre, c'est son nom, en fait, c'est Nadia Niad. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah oui, je ne l'ai pas regardé, mais je l'ai vu passer. Voilà. Sur une femme qui a voulu faire Cuba, Floride à la nage. Donc, et elle a fait, je crois, 13 ou 14 tentatives avant d'y arriver. Et donc elle a pris 53 heures, je crois, ou 54 heures, enfin pas mal d'heures quoi, pour le faire. 2 jours. Voilà, et surtout sans protection. Enfin voilà, sans... Oui, en maillot de bain. Voilà, en maillot de bain et lunettes de piscine, quoi, vraiment. Et il est vraiment bien... ouais, il est vraiment beau, vraiment bien. Okay. Et puis ouais, pareil, c'est encore une fois, moi je connaissais pas du tout cette dame, et puis finalement... une fois que j'ai vu ça, j'ai eu envie d'en découvrir plus. Donc c'est là où tu vas chercher sur Internet qui sait vraiment. Donc ouais, elle est vraiment pas mal. Ok. Emma, un petit biopic de chevet peut-être Moi, à défaut de me répéter, Rocketman, mais purement parce que personnellement, c'est un artiste qui me plaît beaucoup. Donc j'ai peu d'objectivité sur le sujet. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à redire sur le film, mais que j'ai trouvé bien plus qualitatif que Bohemian Rhapsody, alors que j'aime beaucoup Queen aussi. Mais Rocketman est assez biopic de chevet. Et après, il y a 8 Mile aussi. Ah bah oui, excellent. Que je regarde pas souvent, mais qui est toujours un bon coup de poing quand on le revoit. Puis il y a quand même la chance d'avoir Eminem dans le rôle d'Eminem. Ça, c'est assez fou. Donc quand même, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, on revient souvent sur des... C'est le seul biopic que je connais où c'est la vraie personne qui interprète. Ouais. Bah, c'est ça. Là, en l'occurrence, c'est des gens qui sont morts. Ouais. Et enfin, souvent. Et c'est vrai que il y a ce côté... on est dans... On ne peut pas faire plus biopic que biopic. C'est lui qui réalise, c'est lui qui joue. Et c'est sa vie. Donc... je le vois pas souvent, mais c'est quand même un bon classique. C'est vrai. Et toi, Léo, est-ce que tu cherchais un autre biopic où ça serait Non, du coup, biopic de chevet. Moi, c'est Eddie the Eagle, si vous n'avez pas vu ce... Ah oui, génial. Pour moi, ça, c'est un biopic de chevet. Ah ouais, il est tu génial. Regardes, quand tu vas pas bien, tu regardes Eddie the Eagle, qui est trop bien. Excellent. Qui est du coup un film sur un Anglais qui voulait absolument faire les Jeux Olympiques et qui s'est rendu compte qui du coup avait un petit niveau à ski parce qu'il s'est centré sur les Jeux Olympiques d'hiver et qui a décidé de participer à une épreuve de saut à ski parce qu'à l'époque c'était la plus facilement qualifiable. En fait, le rêve de ce gars-là, c'était vraiment de faire les Jeux Olympiques et qui du coup a fini dernier aux Jeux Olympiques de, je sais plus quelle année c'était du coup, mais en saut à ski et qui a réussi à se qualifier et tout ça et qui a fait vraiment un saut complètement minable, mais qui a réussi son rêve qui était de... Ça devait être dans les années 70 par là, ouais, pas avant, parce que les Jeux Olympiques d'hiver, ils sont arrivés assez tard. Je sais pas, c'est pas à Vancouver. Ouais, peut-être Canada. Je crois, je sais plus, c'est peut-être Canada. Voilà, ça c'est biopic de chevet. Biopic de personnes inconnues qui font réfléchir, je vous conseille Reality, du coup, et non pas Réalité de Quentin Dupieux comme on disait tout à l'heure, mais Reality, qui du coup parle d'une jeune femme qui s'appelle Reality et qui a fait fuiter des informations de manière volontaire sur la suspicion d'une ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis, donc qui a valu la victoire à Trump. À l'époque. Et du coup, c'est sur son arrestation par le FBI, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il s'avère que toute son arrestation a été enregistrée en document vocal, quoi. Et que le film est une transcription exacte de tout cet interrogatoire. Et du coup, c'est un film assez féministe parce que du coup, qui pose des questions sur les interrogatoires et la manière dont c'est fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que même le tout début du film garde l'audio du
de ce qui a été enregistré et c'est rejoué par-dessus par les acteurs. Ouais, donc il y a en l'occurrence Sydney Sweeney, je crois qu'elle s'appelle. Petit montage d'archives du coup par-dessus. Ouais, en fait c'est montage d'archives juste du son, mais réinterprété par les acteurs derrière, ce qui fait que du coup les dialogues sont très réalistes, obligatoires, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que là on n'a pas la partie fiction, elle est uniquement dans la mise en scène. Ouais. Tu vois, il n'y a plus de ce qui s'est passé dans les termes, c'était vraiment ça. Et c'est pas enjolivé dans le scénario, quoi. Enfin, non, exactement. Il n'y a que la mise en scène qui du coup est une partie fictionnée parce que forcément les décors que tu prends c'est pas forcément ça. Tu vois, et tu peux raconter des choses avec les mises en scène, c'est même le concept de donner un point de vue quand tu fais un biopic, c'est donner un point de vue que tu as. Et tu t'en parlais tout à l'heure de ce qui fait qu'on enjolive une histoire ou pas, tu vois, dans un biopic. Pour moi, ça vient essentiellement de la personne qui finance le biopic. Le meilleur exemple qu'il y a, je peux vous citer du coup ces deux films, c'est la différence entre YSL et Saint-Laurent, qui sont deux films, qui du coup sont deux films qui sont sortis à peu près en même temps sur la vie de Yves Saint-Laurent. Et t'en as l'un qui était, t'as un qui était soutenu par je sais plus comment il s'appelle, Berger, c'est quoi, Pierre Berger, le mari de Saint-Laurent, et l'autre qui n'était pas soutenu. Et du coup, t'as deux visions complètement différentes de qui était ce gars et les points de vue sur quoi on se base sur sa vie, parce que tu racontes une histoire en 1h30, donc tu fais vraiment des choix, et sont complètement différents. Et l'homme est présenté de deux manières complètement différentes. Oui, c'était sorti la même année au César. Les deux étaient, il y avait Gaspard Ulliel d'un côté et Pierre Niney de l'autre. Exactement. Et moi, pour avoir vu qu'un des deux et des extraits du deuxième, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est assez impressionnant, justement, de voir en fonction de qui produit le film, qu'est-ce qu'on va montrer à l'image, quoi. Enfin, c'est vite. Enfin, c'est le choix de scénarisation, justement, il est assez. C'est celui avec Gaspard Ulliel qui a été soutenu. Qui n'est pas soutenu. C'est YSL qui était soutenu. YSL, il le montre vraiment comme extrêmement beau, extrêmement pur et tout ça. Et si on va dans le multivers, puisque tu parlais de Marvel tout à l'heure, si on va dans le multivers de ça, maintenant il y a une série qui est sortie cette année, je crois, qui s'appelle Becoming Karl Lagerfeld. Je ne sais pas si vous avez vu. Et du coup, là, pareil, tu as la même période avec, mais du coup, point de vue Karl Lagerfeld, et où tu as du coup les relations Yves Saint-Laurent et tout ça. Et du coup, tu vois Yves Saint-Laurent à nouveau interprété. Et du coup, des passages de sa vie qui sont à nouveau, où tu as à nouveau une interprétation. Donc, c'est un biopic qui parle encore d'une autre personne, avec encore un autre point de vue que les deux films qu'on a. Ce qui fait qu'en fait, un biopic, je crois que c'est... Ça se recycle en fait, limite. Ça se recycle, mais à la fin, tu sais plus quelle vision tu sais que chaque vision est différente. Quand tu vas voir un biopic, je pense que justement, même quand tu vas voir un documentaire, tu sais qu'il y a une vision derrière, que ce soit de production ou de réalisation, qui a voulu montrer une certaine chose et vouloir faire porter un certain message de pourquoi tu racontes ce truc. Et là, du coup, tu t'en rends mieux compte parce qu'il y a trois visions différentes, mais c'est vrai que quand tu as une unique vision, par exemple de Elton John dans Rocketman, en fait, on ne peut pas savoir si elle est plus ou moins réelle ou pas, quoi. Là, c'est parce que tu as une façon de comparer. Exactement, et c'est ça qui est souvent critiqué sur les biopics. Et du coup, on n'a pas de comparaison, qui donnent les sous. Tu sauras c'est vrai ou pas. Et puis en l'occurrence, l'intérêt aussi derrière certains biopics, c'est que tu vois le biopic d'Elton John, tu as un point de vue qui est donné. Ce qui est chouette aussi, là où le biopic s'adresse au grand public, peut-être plus qu'un docu qu'il faut aller farfouiller ou chercher parce qu'on est intéressé par ça, c'est que justement ça te permet ensuite toi de développer ton intérêt pour la personne que tu as découvert à l'image et de te créer ta propre opinion, justement. Typiquement Elton John, on a 2 heures de film, on se bouffe l'histoire d'Elton John de A à Z selon ce point de vue-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir chacun comment on s'approprie l'histoire. Est-ce qu'on va aussi voir s'il y a d'autres choses qui existent. Et justement, pour le coup, aller chercher des documentaires, ça fait une bonne entrée, en fait, des fois en matière... c'est vrai. Sur des personnalités. Et je rebondis parce que tout à l'heure, tu parlais de reality et de Donald Trump, qui a été donc fraîchement réélu hier soir. Voilà. C'est pas un biopic de chevet, mais c'est un biopic qui a important. Voilà, c'est dans l'air du temps. Ça résonne pas mal. Et justement, il y a un biopic sur lui qui va sortir, là, The Apprentice. Ah oui. Il est sorti, non ?
aux États-Unis, pas encore en France. Si, il est sorti en France, ça y est, il est sorti. Ok. Ouais, autant pour moi, merci pour l'info. Donc que je n'ai pas vu. Mais ça me posait la question, je me demandais, est-ce que c'est bon ou mauvais de montrer des personnalités aussi décriées, parce qu'on parle de stars et d'idoles depuis tout à l'heure, ou même de personnes peu connues qui ont des histoires soit historiquement très fortes, soit qui méritent un petit peu, entre des guillemets, la lumière. Mais là, en l'occurrence, par exemple, sortir un biopic sur Trump maintenant, moi, je me pose la question d'est-ce que ça fait partie un petit peu, justement, de cette mémoire collective où Trump, effectivement, il aura marqué les années 2010 et 2020 avec ses 2 mandats. Moi, je sais que je ne vais pas aller voir le film par plaisir, mais que la raison pour laquelle je pourrais y aller, ce serait de voir ce qui en est dit. La production, qu'est-ce qu'elle vient dire. Qui a l'air d'être très satirique, je crois. Oui, c'est ça. J'ai regardé un petit peu et c'est vraiment très critique. Enfin, ça montre que du négatif en fait de Trump, etc. Mais en même temps, je regrettais un peu. J'ai pas mon mot à dire, mais le fait que ça sorte pile au moment des élections, ça a servi aussi un petit peu de matière, je pense, aux supporters de Trump, etc. pour renforcer leur idée comme quoi l'élection allait être volée, etc. Parce qu'il y avait aussi ce film qui sortait en parallèle et qui détruisait un petit peu Trump. Mais apparemment, c'est vraiment énormément de négatif. Enfin, ça revient sur sa carrière, je crois, dans les années 80-90, où vraiment il a fait des sales trucs, etc. Donc, je sais pas, faudrait regarder. Pas trop ce que ça je trouve que, en tous les cas, ça pose la question de ce qu'on montre de ces personnes-là. Qu'est-ce que ça traduit de cette époque? Là encore, quand il y a des biopics sur, par exemple, le biopic de Simone, qui revient en partie dans le film sur la période des camps de concentration, qui vient témoigner, qui porte le message à la fois de l'histoire de Simone Veil et de son combat, et d'un autre côté, toute l'horreur qui a existé, il y a vraiment le point de vue et la ligne éditoriale, on va dire, si on peut, du scénario. Mais là, qu'est-ce qu'on retient d'un film comme ça, quoi. Qu'est-ce que ça apporte à notre société? J'ai l'impression que les biopics viennent aussi orienter à des moments les discours avec la force de frappe du cinéma, ou même Bohemian Rhapsody et Rocketman qui parlent de l'orientation sexuelle des chanteurs. Qui sort dans les années où on peut en parler aussi. Peut-être qu'il y a 40 ans, en fait, il n'y a pas eu de biopic parce que personne serait allé le voir. Tout le monde connaissait leur vie en tant que chanteur, mais sauf qu'on n'allait pas faire des focus forcément sur leur homosexualité. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, le film sur Donald Trump, on l'a sorti au Pâté. Et il a tenu, je crois, 1 semaine ou 2. Mais il a tout de suite... en fait, personne n'est allé voir ce film parce que c'est peut-être trop actuel. Alors que peut-être que s'ils font un biopic sur Donald Trump dans 50 ans, peut-être que les gens iront voir. Avec plus de recul. C'est qui, en fait, ce mec. Mais là, oui, ce sera un peu sur la valeur historique. Ouais, voilà. Et je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de comment on pouvait définir le biopic. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux pour vos avis, pour vos partages sur le thème du biopic, qui est assez compliqué, du coup on l'a vu, franchement il n'y a pas tant de définitions que ça à donner au final. Ce mélange un peu entre documentaire, fiction, blockbuster. On ne sait pas trop comment le définir, mais on en a appris un petit peu plus, donc merci beaucoup à vous en tout cas. C'était trop chouette de vous recevoir. Grave. Et puis voilà. Allez voir Monsieur Aznavour, allez voir Monsieur avec Aznavour. lequel a travaillé Léo, exactement, qui est en salle. Et puis tout à fait. Allez au Pâté et Chirol pour les Grenoblois. Et puis, vous pouvez retrouver aussi la rediff, normalement, de ce live, peut-être sur le YouTube, mais en tout cas, il sera sur la chaîne Twitch. Et le podcast sera monté également et sera disponible sur Spotify. Donc, le premier épisode de Saturne. Et vous pouvez retrouver aussi le précédent épisode de En mode veille, le tout premier En mode veille qu'on a fait sur les techniques d'animation. Et puis le prochain En mode veille, il sort dans 2 semaines. C'est ça. Semaine. Ouais, dans 2 semaines. C'est ça. Exactement. Et le prochain, ça tourne début décembre, si on se tient bien à nos plannings. Et juste avant de vous laisser tranquille, on voulait vous parler d'un petit festival
qui s'appelle Écoute, voilà, qui est un festival sur les podcasts et la radio à Grenoble. Donc franchement, ça commence demain, c'est jusqu'au 10 novembre, pardon, et vous avez des visites guidées sur l'histoire du podcast, vous avez beaucoup de professionnels qui viennent parler, qui proposent des ateliers, donc pour tous ceux qui sont intéressés par le podcast et le monde du son, n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit et c'est vraiment super. Vous avez plein de thématiques différentes à retrouver. Il y a des émissions enregistrées en direct aussi, je crois. Oui, tout à fait. C'est très chouette. Donc n'hésitez pas à aller à Écoute ce week-end si vous ne savez pas quoi faire, avant d'aller voir Monsieur Aznavour. Au pâté Chirol. Au pâté Chirol. Et merci beaucoup tout le monde. Et puis à bientôt. À la prochaine. Super. Super. Allez, super. Allez, bravo.